Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les missions d'observation électorale dressent leur bilan après la tenue du double scrutin au Togo. L'Union africaine, la francophonie et la CEDEAO avaient envoyé des observateurs dans le cadre des législatives et régionales. Des élections qui se sont déroulées dans le calme selon leur communiqué. La relance du secteur touristique se confirme en Tunisie. Le pays a vu le nombre d'arrivées touristiques augmenter en 2023, des chiffres en hausse par rapport à ceux de 2022. Et puis nous irons au Maroc où la crise hydrique ne cesse de prendre de l'ampleur. Pour y faire face, le gouvernement avait dévoilé un plan d'urgence, plan qui prévoit notamment la construction d'infrastructures hydrauliques. Mais tout d'abord, la Guinée-Bissau ne prévoit pas d'extrader l'ancien président centrafricain François Bozizé. L'ancien chef d'État en exil dans le pays est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Un mandat d'arrêt émis le 30 avril par la Cour pénale spéciale pour de possibles crimes contre l'humanité. Des crimes commis entre 2009 et 2013. Alors que la CPS avait appelé la Guinée-Bissau à coopérer, le président Umaru Sissoco Embalo a déclaré que son pays ne disposait pas de loi d'extradition. Il a par ailleurs ajouté que depuis son arrivée en Guinée-Bissau, l'ancien dirigeant centrafricain n'a créé aucun problème. Les résultats des législatives et régionales se font toujours attendre au Togo, un double scrutin tenu le 29 avril dernier et pour lequel des missions d'observation électorale avaient été déployées. Des observateurs envoyés par la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un communiqué paru ce 1er mai, les trois institutions ont salué la tenue des élections dans le calme. Cher Omar Kamara. Les missions électorales de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la francophonie dépêchées au Togo à l'occasion du double scrutin législatif et régional ont rendu leur verdict. Dans un communiqué conjoint du 30 avril 2024, les organismes africains et francophones ont loué le bon déroulement du processus électoral et la tranquillité qui a marqué le jour du scrutin. Les missions expriment leur satisfaction quant à l'absence d'incidents sécuritaires lors de cette journée cruciale. Tous les discours de l'Union africaine, de la CEDEAO, etc., on sait ce que ça vaut. Ils sont entre copains et par rapport à cela, personne ne veut nuire à l'autre. Même quand il y a eu d'énormes élections frauduleuses dans ce pays, la CEDEAO n'a jamais rien dénoncé. Donc par rapport à tout ça, tout ce qui est dit, de mon point de vue, est un non-événement. Soulignant la nécessité de maintenir la paix et de renforcer la démocratie et l'état de droit, les délégations de la CEDEAO, de l'Union africaine ont appelé les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour privilégier le dialogue et la concertation et à recourir aux voies légales en cas de contestation. Elle souligne l'importance de la sécurisation des opérations de compilation et de centralisation des suffrages, ainsi que de la publication des résultats du vote dans les formes et délais prescrits par la loi. Au Togo, ici, les réseaux sociaux sont pleins de fraude électorale avec des vidéos. Et par rapport à tout cela, on dit qu'il ne s'est rien passé pour l'essentiel. Ça fait sourire de toutes les façons. Et puis, quand on voit déjà les scores mirobolants plutôt que s'offre le régime par rapport à l'opposition, donc on sent bien que cette élection est encore une mascarade de plus. Ça ne surprend pas grand monde dans la mesure où on sait qu'il ne peut en être autrement. Ainsi, le double scrutin qui s'est déroulé lundi 29 avril 2024 dans le calme au Togo devrait permettre de renouveler l'Assemblée nationale avec 113 députés et d'élire pour la première fois 179 conseils régionaux du Sénat, selon la nouvelle institution mise en place. Dans l'actualité également, le compte à rebours est lancé avant l'élection présidentielle en Mauritanie. À l'approche de ce scrutin fixé au 29 juin, le parti islamiste Tewassoul a présenté son candidat. Une première depuis 2009. Il s'agit de Hamadi Ould Sid El Mokhtar. Son parti explique avoir désigné un candidat face à la, je cite, nécessité d'un changement de la situation déplorable dans laquelle le régime a plongé le pays. Le candidat d'opposition est en lice aux côtés du président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui brigue un second mandat.
Le retrait de la MONUSCO se poursuit en République démocratique du Congo. Ce 30 avril, la mission onusienne de maintien de la paix a mis fin à ses opérations au sud Kivu, province de l'est du pays où l'insécurité persiste. Le rapatriement de l'ensemble du personnel en uniforme est prévu d'ici le 30 juin 2024. Mildred Diamou. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a cessé définitivement ses opérations dans la province du Sud Kivu le 30 avril 2024, a confirmé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, lors d'un point de presse le 1er mai 2024. La cérémonie marquant le départ du dernier contingent des casques bleus pakistanais du Sud Kivu a eu lieu le 25 avril 2024 dans la localité de Kavumu. Les autorités de la mission onusienne se félicitent de leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans cette partie de l'Est de la RDC, confrontée à des attaques armées. Les troupes pakistanaises ont perdu 31 soldats qui ont donné leur vie pour la paix en République démocratique du Congo. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Pakistan ainsi qu'à ses troupes pour leur service exemplaire au nom de la paix. Le retrait progressif de la MONUSCO de la RDC intervient en réponse à la demande du gouvernement de mettre un terme à la mission de maintien de la paix dans le pays. Après 25 ans de présence sur le territoire congolais, l'exécutif estime que la force onusienne n'est pas capable de contribuer à relever le défi de l'insécurité à l'Est et souhaite assurer souverainement la protection des populations civiles se trouvant sur son territoire. La MONUSCO limite désormais ses opérations aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, conformément à la résolution 2717 du Conseil de sécurité adoptée en décembre 2023. Tout doit être fait pour que, à la fin de cette année, nous puissions nous retrouver en fait pour nous féliciter mutuellement, pour remercier les Nations Unies qui ont fait un travail, parce qu'on ne sait jamais ce que serait le Congo sans la MONUSCO. Dans le cadre de la reprise de la protection des civils au Sud Kivu par le gouvernement congolais depuis le 1er mai, l'armée nationale renforce sa présence dans cette province. Le 22 mars 2024, les autorités congolaises ont annoncé leur intention de déployer des conseils locaux pour la sécurité de proximité afin de favoriser les actions de prévention et de recherche de solutions durables aux causes de l'insécurité. Pour marquer son désengagement, la MONUSCO a déclaré avoir transféré notamment 2 bases militaires aux autorités nationales. Notons que depuis 2003, plus de 100 000 soldats de la paix de l'ONU ont opéré dans la province du Sud Kivu. Direction à présent la Tunisie où le secteur touristique reprend des couleurs. Le pays a accueilli en 2023 plus de 9 millions de touristes, un chiffre en hausse par rapport à 2022. Des statistiques qui encouragent les autorités à œuvrer pour un secteur davantage performant cette année. Mildred Diamou. Les statistiques officielles du gouvernement tunisien révèlent une hausse de 45,5% des arrivées de touristes dans le pays au cours de l'année 2023 par rapport à 2022. En 2023, la Tunisie a accueilli un total de 9,370 millions de touristes, selon les chiffres du ministère du Tourisme et de l'Artisanat publiés le 29 avril 2024. Pour la période allant du 1er janvier au 20 avril 2024, environ 2,125 millions de touristes ont visité le pays d'Afrique du Nord, contre 1,939 millions de touristes enregistrés au cours de la même période en 2023. Ce chiffre représente une progression de 9,6%, indiquent les données du ministère. Il est remarquable quand même de constater que ce pays reste quand même une destination phare dans le tourisme mondial et il est étonnant de voir la reprise de cette activité malgré le fait que quand même, politiquement parlant, ce pays n'est toujours pas stable. Pour l'année 2024, le gouvernement tunisien vise une relance du secteur touristique. Dans l'optique de maintenir les bonnes performances enregistrées par le tourisme en 2023, l'exécutif mise sur de nouvelles mesures dans le secteur. Le 27 avril 2024, le ministre du Tourisme, Mohamed Mouez Belhassine, a annoncé que le gouvernement se penche désormais sur l'amélioration de la qualité des services, des infrastructures, de l'accueil, du transport, de l'environnement, de l'hébergement et des sites archéologiques. Pour le gouvernement tunisien, il est très important de se battre dans 2 axes différents. Le premier axe, c'est de développer le tourisme intérieur. Il y a aussi l'autre axe qu'il faut développer, c'est le transport. Le ministre du Tourisme a également annoncé l'achèvement du projet de révision de la classification des hôtels à travers le pays, en vue de permettre au secteur touristique de se conformer à de nouvelles normes, notamment en matière de respect de l'environnement et d'inclusion des personnes ayant des besoins spéciaux. Il a appelé à la promotion du tourisme intérieur afin d'inciter davantage les Tunisiens à explorer la diversité et la richesse du patrimoine de leur pays.
Elle est présentée comme une solution face à l'hyperinflation. Au Zimbabwe, la nouvelle monnaie baptisée ZiG est officiellement entrée en circulation le mois dernier. Elle remplace le dollar zimbabwéen dont la valeur s'est effondrée l'année dernière. Pour les particuliers, le plafond de retrait est fixé à 3000 ZiG par semaine. Catherine Gobey. Introduite par voie électronique début avril 2024, le Zimbabwe Gold ou ZiG est officiellement en circulation depuis le 30 avril. Cette nouvelle monnaie remplace désormais le dollar zimbabwéen dont la valeur s'est effondrée en 2023, entraînant une inflation galopante. Suite au court délai accordé aux banques pour la transition vers le ZiG, un plafond de retrait a été fixé à 3000 ZiG pour les particuliers et à 30 000 ZiG pour les entreprises. Des limites différentes ont été fixées pour différentes entités. Les écoles, hôpitaux, cliniques et autorités locales auront une limite mensuelle de 250 000 ZiG, tandis que les ministères et départements gouvernementaux auront une limite de 300 000 ZiG. Il est à préciser qu'aucune limite n'est fixée pour les retraits en espèces effectués par le Parlement, les tribunaux et les organisations internationales. Nous faisons ce que nous faisons pour nous assurer que notre monnaie locale ne meurt pas. Nous sommes déjà dans une situation où près de 85% de nos transactions sont effectuées en dollars américains parce que notre monnaie n'a pas suffisamment vécu pour stocker de la valeur. Il est à noter que la dénomination la plus élevée de la nouvelle monnaie produite localement et garantie principalement par l'or sera le billet de 200 ZiG d'une valeur d'environ $15. Selon les autorités, l'objectif de l'introduction du ZiG est de remédier à l'environnement hyperinflationniste que les Zimbabwéens subissent depuis l'an 2000, une solution pour laquelle les citoyens émettent beaucoup de réserves. Je m'attends à ce que la monnaie apporte de la stabilité, mais je veux qu'elle soit acceptée par toutes les transactions et pas seulement pour les petites dépenses comme les frais de transport ou les courses, pour continuer à utiliser le dollar américain pour les gros achats. Malgré l'optimisme des autorités, d'après les premières indications des économistes, une version numérique du ZiG a déjà connu une dépréciation de 25% par rapport au dollar américain sur le marché noir. Il s'agit de la troisième monnaie introduite au Zimbabwe au cours de la dernière décennie. Historiquement, il y a eu des politiques majeures concernant les monnaies comme la monnaie légale au Zimbabwe, y compris l'adoption du dollar américain en 2009, après que l'hyperinflation a décimé la valeur de la monnaie locale. D'ici 2040, le Maroc atteindra un niveau de stress hydrique extrêmement élevé selon le World Resources Institute. Une crise aux lourdes conséquences sur l'agriculture. Face à l'urgence de la situation, divers projets ont été entrepris par les autorités, notamment un chantier d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays. Esther Conan. Marqué par les changements climatiques qui affectent la production agricole dans la disponibilité des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays entre les régions de Meknes et Fès afin d'atténuer les effets des changements climatiques pour une meilleure résilience du secteur agricole. Il vient pour soulager une nappe phréatique dans l'une des zones les plus productives au Maroc, qui est la plaine du Saïs, et qui connaît un déficit hydrique de l'ordre de 100 millions de mètres cubes par an. Et ce projet vient pour ramener environ 120 millions de mètres cubes par an pour appuyer l'agriculture irriguée dans cette zone. Ce château d'eau fait près de 100 mètres et est destiné à l'irrigation de l'agriculture dans cette zone du pays qui consomme environ 80% de l'eau, en plus d'être une zone d'opportunité d'emploi. Il faut savoir que cette zone, c'est une zone agricole de premier ordre et donc toute l'activité, le secteur primaire, c'est le secteur agricole, surtout irrigué, qui emploie beaucoup de gens et qui crée de la richesse. L'impact des changements climatiques sur les productions agricoles réduit le taux de croissance de production en Afrique. Ce chantier d'aménagement hydro-agricole permet au Maroc de protéger ses cultures et montrer ainsi l'exemple aux pays africains pour une meilleure résilience du secteur agricole. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.